Alors que Loki déchaîne sa puissance pour détruire Elbaf, les chevaliers sacrés passent enfin à l'action. Les royaumes du pays sont plongés dans un chaos total, annonciateur d'une grosse guerre à venir. Ça y est, nous entrons enfin dans les problèmes. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie sur les éléments du dernier chapitre de One Piece, à savoir le chapitre 1142. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et mets la cloche pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Avec les derniers chapitres en date, nous avons pu avoir de nouvelles révélations en plus d'une avancée de l'intrigue principale qui se faisait attendre avec Oda qui mettait tout en place. Du côté de Ripley et Franky, nous avons appris que l'arbre d'Adam, de par son immense taille, possède des branches qui ont toutes une très longue histoire. On apprendra qu'a existé autrefois un village répondant au nom de Hogen, qui avait été enflammé après avoir été frappé par la foudre. Résultat, il a fallu amputer cette branche pour préserver les autres, indiquant une faiblesse certaine au feu et à la foudre. Ce sont les deux points faibles d'Elbaf. Et maintenant que Loki a utilisé le Ragnir, nous comprenons pourquoi les géants ne voulaient pas le libérer. Il peut tout simplement détruire l'île grâce à ses pouvoirs. En parlant de ses pouvoirs, il serait bien temps de parler de Loki. Loki, Thor et la foudre. Thor dans la mythologie nordique est le dieu du tonnerre, de la force et du combat. Il est l'un des dieux les plus vénérés et souvent représenté avec son marteau légendaire, Mjolnir. Cette arme divine forgée par les nains possède des pouvoirs immenses, notamment la capacité de déclencher des éclairs et de revenir automatiquement dans la main de son porteur. Mjolnir est un symbole de destruction et de protection, utilisé par Thor pour combattre les géants et maintenir l'ordre cosmique. Dans One Piece, Loki manie une arme nommée Ragnir, un marteau capable de générer de la foudre. Ce détail évoque immédiatement une connexion avec Mjolnir, tant par sa forme que par son pouvoir élémentaire. Pourtant, l'association de Loki avec un marteau est inhabituelle d'un point de vue mythologique. Dans les légendes nordiques, Loki est un dieu de la ruse et du chaos, un personnage ambivalent plus connu pour sa magie et ses tromperies que pour son usage de la force brutale. Le fait que Loki dans One Piece utilise un marteau rappelant celui de Thor brouille donc la symbolique classique et pourrait suggérer une inversion des rôles ou une réinterprétation du mythe. Le nom même de Ragnir semble être une fusion entre Ragnarok, la grande bataille apocalyptique de la mythologie nordique, et Mjolnir, le marteau de Thor, soulignant ainsi un mélange de destruction et de puissance divine. En dotant Loki d'une arme foudroyante, Oda joue sûrement avec les références mythologiques pour créer une version unique du personnage, tout en conservant l'essence de la puissance céleste et du chaos. D'ailleurs, la traduction du kanji Ragnir signifie fer et foudre. Mais ce qui est intéressant à nuancer, c'est que le marteau Ragnir pourrait manifester la foudre sans que ce ne soit le pouvoir de Loki. Entre autres, Loki a son fruit légendaire, et en plus de ça, manie une arme capable de créer de la foudre. Et il serait peut-être bien le seul pouvant la manier, lié au fait qu'il soit l'unique géant digne pour cela. De cette façon, je ne vois toujours pas Loki comme un antagoniste à proprement parler. Il est certes antagoniste si on ne se dit que tout ennemi de Luffy l'est, toutefois il reste pour moi la victime dans l'histoire d'il y a 14 ans. Loki n'est pas fondamentalement mauvais, il est digne de manier le Ragnir, mais il en fait mauvais usage car il est influencé par son vécu et les divergences dans les traductions des textes sacrés. Parlant de Nika, il n'est pas mauvais, il croit juste en un Nika destructeur comme certaines traductions mentionnent tandis que d'autres favorisent celles qui le voient comme un sauveur. Et le seul moyen pour que Loki se rende compte de ses erreurs, c'est de rencontrer Nika en personne afin de pouvoir voir la vérité de ses yeux et surtout de pouvoir prouver son innocence démotivant sa soif de destruction. En plus, l'intrigue liée au chevalier sacré infirme les arguments en faveur d'un Loki antagoniste selon moi. Loki doit vouloir à l'heure actuelle une chose, tuer Gunko et Shamrock. D'ailleurs, dans la mythologie nordique, Loki se libère de ses chaînes au Ragnarok pour assister les Jötnar dans la bataille contre les dieux. Et ça tombe bien parce que les dieux attaquent Elbaf, à savoir les chevaliers sacrés. Gunko disait d'ailleurs que personne ne refuserait de devenir un dieu, ce qui fait d'eux des dieux dans l'univers de One Piece. Donc Loki va certainement s'allier avec Luffy et les géants contre les envahisseurs
avant de régler ses comptes avec son peuple et révéler la vérité sur les événements d'il y a 14 ans. La présence de Sommer et Gilligan pourrait être utile pour dévoiler d'une quelconque façon la face cachée de Harald. Maintenant qu'on a abordé le cas du Ragnir, il faut tout de même parler des pouvoirs de Loki en lui-même, à savoir son fruit du démon. Le nom Loki évoque directement le dieu Loki de la mythologie nordique, un être de ruse et de chaos. Souvent en conflit avec les dieux et lié à des créatures monstrueuses. Si l'on sait que Loki possède également un fruit du démon légendaire, il est logique de penser qu'il tire son pouvoir d'un mythe nordique majeur. Et l'hypothèse la plus marquante est celle du Zoan mythique du Fenrir. Fenrir est une figure incontournable de la mythologie nordique. Il s'agit d'un loup gigantesque, fils de Loki et de la géante Angrboda. Dès son enfance, Fenrir se révèle être une créature d'une puissance démesurée, si bien que les dieux d'Asgard, inquiets de sa croissance exponentielle, cherchent à le neutraliser. Ils tentent de l'enchaîner à plusieurs reprises, mais le loup brise aisément toutes leurs entraves. Finalement, ils le dupent en lui faisant croire qu'il doit prouver sa force en se laissant attacher par un lien magique conçu par les nains, nommé Gleipnir. Ce ruban en apparence insignifiant est en réalité incassable. Lorsqu'il comprend la ruse, Fenrir, furieux, mord la main du dieu Tyr en guise de représailles. Enchaîné pendant des siècles, Fenrir finit par se libérer lors du Ragnarok, le crépuscule des dieux. Dans cette bataille prophétique, il dévore Odin, le père des dieux, avant d'être tué par Vidar, le fils d'Odin, qui lui transperce la gorge. Si Loki possède un Zoan mythique modèle Fenrir, cela ferait de lui un combattant redoutable, doté d'une transformation en loup gigantesque, d'une force incommensurable et d'un pouvoir destructeur capable de bouleverser le monde. Un tel fruit lui permettrait de devenir une menace équivalente à celle d'un empereur, un prédateur inévitable, annonciateur de chaos et de destruction. Le fait que Loki possède déjà une arme générant la foudre renforcerait ce parallèle, puisque Fenrir est souvent associé aux orages et à l'obscurité du Ragnarok. Son hurlement pourrait même être capable de provoquer des tempêtes ou d'altérer le climat, ce qui en ferait un adversaire d'un niveau comparable aux plus grands empereurs du monde. D'autres pistes restent néanmoins envisageables. Il est possible que Loki ait consommé un Zoan mythique lié à Jormungand, le serpent de Midgard, qui est également son fils dans la mythologie nordique. Ce serpent géant encercle le monde et est destiné à affronter Thor lors du Ragnarok. Un tel fruit donnerait à Loki une forme serpentiforme, probablement capable d'empoisonner ses adversaires ou d'engloutir des navires entiers. Une autre option serait un fruit lié à la malice et à la tromperie, comme un Zoan mythique du renard à 9 queues, qui ferait écho au côté rusé et manipulateur du Loki mythologique. Toutefois, Katharina Devon possède déjà le fruit modèle Kyubi no Kitsune, mais Loki peut bien avoir un modèle différent. Il existe 13 types différents de Kitsune liés chacun à un élément, un pouvoir. Après avoir parlé des révélations sur les faiblesses d'Elbaf, les pouvoirs de Loki et le Ragnir, il est temps d'aborder les éléments cruciaux du chapitre 1142, à savoir les pouvoirs de Gillingham. Intitulé « Les choses qui m'effraient », le chapitre se focalise sur l'école Walru à Elbaf, où des événements surnaturels bouleversent la quiétude des lieux. Tout commence avec l'apparition soudaine d'un serpent gigantesque nommé Jormungand, qui sème la terreur parmi les enfants géants. Alors que la créature menace de dévorer l'un d'eux, le directeur de l'école et ancien combattant Kiba intervient. Cependant, c'est Saolo qui délivre le coup décisif à la bête. Toutefois, l'école reste en proie à des incidents inquiétants. Des enseignants comme Wolf sont retrouvés blessés et plusieurs enfants sombrent inexplicablement dans un sommeil profond, tout en continuant de marcher comme des somnambules. Guidés par les flèches de Gunko, ces enfants endormis se dirigent en file indienne vers la plage, insensibles aux appels de Saolo et des autres adultes tentant de les réveiller. On comprend donc que les chevaliers sacrés qui ont été envoyés ont été choisis judicieusement en fonction de leur pouvoir. La situation prend une tournure encore plus alarmante lorsque des ombres massives émergent de la forêt environnante, se matérialisant en une armée de monstres gigantesques. Ces créatures aux formes variées reflètent étrangement les peurs des enfants. On y distingue un dragon colossal, un ours casqué, un oiseau immense, un nuage orageux menaçant, un fantôme, un soldat squelette géant appelé Dror, un loup gigantesque nommé Fenrir, une représentation furieuse de Loki
et même une silhouette sombre évoquant Nika. Ange, une enseignante, se remémore alors avoir demandé aux élèves de dessiner leur plus grande peur plus tôt dans la journée, confirmant qu'il s'agit bien de la peur des enfants matérialisée. Face à cette menace, le directeur Kiba ordonne de sonner l'alarme pour alerter tout le pays et d'évacuer immédiatement l'école. Pendant ce temps, les chevaliers sacrés Gunko, Summer et Killingan observent la scène à distance. Summer interroge aussi Gunko sur sa plus grande peur et celle-ci répond Nika. Nous devons nous attarder en priorité sur les pouvoirs de Killingan si ceux-ci sont bien les siens, car il se peut que Killingan ait endormi les enfants, tandis que Summer est celui qui répand le chaos. Et en fonction de comment on interprète cela, nous avons différentes possibilités pour Killingan. Le Qilin ou Kirin en japonais est une créature mythologique issue du folklore chinois et japonais. Il est souvent décrit comme un être hybride combinant des traits de plusieurs animaux, notamment un corps de cerf, une queue de bœuf, des écailles de poisson, une crinière flamboyante et parfois une corne unique sur le front. Il est souvent représenté avec des flammes autour de ses sabots et de son corps, lui donnant un aspect majestueux et surnaturel. Dans la mythologie chinoise, le Qilin est considéré comme un symbole de sagesse, de prospérité et de bienveillance. Il est dit qu'il n'apparaît que dans les périodes de paix et de grande vertu. Et il est associé à des figures légendaires telles que Confucius. Le Qilin est également connu pour marcher si légèrement qu'il ne blesse même pas un brin d'herbe sous ses sabots, ce qui en fait une créature pure et divine. Dans certaines versions de la légende, le Qilin possède des pouvoirs élémentaires, notamment la capacité de contrôler le feu ou la foudre. Cette association avec les éléments pourrait être une source d'inspiration pour de nombreux mangas et œuvres de fiction, y compris One Piece. Dans d'autres interprétations, il est lié au jugement et à la punition divine, où il ne blesse que les êtres impurs ou malfaisants. Si l'on devait établir une corrélation entre le Kirin et One Piece, un Zoan mythique modèle Kirin pourrait conférer à son utilisateur une force surhumaine, une rapidité hors du commun et des capacités élémentaires telles que la maîtrise du feu ou de la foudre. Il est souvent comparé au dragon dans la culture asiatique, bien que son rôle soit plus bienveillant et protecteur. Dans le contexte de One Piece, si Sainte Killingan possédait ce fruit du démon, cela pourrait lui conférer une apparence imposante avec des attributs du Kirin, comme une crinière enflammée et une silhouette bestiale, chose qu'il détient. En plus de ça, nous pouvons lire Kirin dans son nom, Killingan étant sa translittération de l'anglais. Sa prononciation en japonais serait Kirigamu. Ainsi, la première syllabe Kiri de Kirigamu se prononce de la même manière que Kirin, le terme japonais pour le Qilin. De par l'aspect de sagesse que renvoie le Kirin, on peut se dire que Killingan est celui qui a endormi les enfants. Il représente une créature pure, d'où les nuages blancs autour de son cou, comme on l'avait mentionné, mais qui travaille pour le gouvernement mondial. Qui sait, peut-être a-t-il été élevé par le gouvernement mondial ou menacé, ou qu'il les a rejoints pour éviter la mort. J'ai hâte d'en savoir plus sur lui en tout cas. Maintenant, bien que l'idée du Kirin me plaît énormément, avec la manifestation des peurs des enfants et l'apparence de Killingan, j'ai pensé à une créature qui ne vient pas du folklore chinois ou japonais, mais de mythes occidentaux du Moyen-Âge. Nightmare. La Nightmare, en français jument de la nuit, cheval de cauchemar ou encore destrier infernal, est une créature fantastique issue de la longue tradition du chevalier noir Psychopompe, diabolisé au Moyen-Âge pour devenir une créature maléfique associée au cauchemar. Le jeu de rôle Donjons et Dragons lui donne sa forme moderne, celle d'une jument maléfique de couleur noire, représentée avec une crinière et une queue en flamme. Son nom est en fait un jeu de mots réalisé avec les mots anglais knight et mar, jument. Le chevalier, en particulier s'il est de robe noire, est traditionnellement et symboliquement un animal psychopompe associé au monde des morts dans la tradition occidentale. La Nightmare semble issue au-delà du jeu de mots sur jument et de la nuit, en langue anglaise, d'une longue association des concepts de mort et de cauchemar aux chevaux noirs depuis le Moyen-Âge. Le cheval noir subit une diabolisation progressive à l'époque médiévale, comme beaucoup d'autres animaux de cette couleur, et sous l'influence des croyances chrétiennes. Ainsi, le cheval noir qui emporte le héros germanique et scandinave Théodrovic de Vérone, le conduisant à l'immortalité selon la tradition païenne, tandis que la tradition chrétienne veut qu'il le mène aux enfers.
Killingham correspond physiquement à Nightmare, une peau de couleur noire, une crinière et une queue en feu, une ressemblance avec un cheval et surtout les pouvoirs liés au cauchemar. Si c'est bien lui qui a fait ça, tout colle avec le fruit du Nightmare. La seule chose qui me laisse douter, c'est le nuage blanc qui serait cohérent s'il s'agissait du Kirin. J'aime les deux idées et je ne préfère pas l'une à l'autre, mais n'hésitez pas à me dire lequel des deux fruits vous préfériez pour Killingham. En ce qui concerne Summer, avec une rose sur son vêtement et des épines sur le manche de son katana, nous pouvons penser à un fruit lié à une plante, ou une fleur si on veut être dans la précision. Là où Aramaki est l'homme-forêt, représentant la nature en elle-même, Summer est spécifiquement une plante, un aspect de la nature, et en particulier qui doit être dotée d'épines. Celle à laquelle je pense directement est la rose épineuse. Et avec ce pouvoir, il serait facile pour lui d'emprisonner quelqu'un. Néanmoins, il existe 16 plantes épineuses telles que la pomme épineuse, la gave américaine, le rosier, le saguaro, l'épine du Christ, etc. Ce qui me fait penser à la rose épineuse, c'est tout simplement la rose sur sa veste. Mais il pourrait ne pas être limité à une seule fleur. Une seule plante, mais toutes les plantes qui sont épineuses. Il pourrait avoir le barabaranomi, fruit du rosier. Tout ça si on part du principe que Killingham est celui qui a matérialisé les cauchemars des enfants. Si Killingham les a juste endormis sans avoir matérialisé leurs craintes, alors Summer pourrait être celui qui détient un pouvoir lié au cauchemar. Un paramécia dans son cas car son physique ne nous permet pas de déterminer un lien avec une quelconque créature dotée des pouvoirs démontrés dans le chapitre. Il aurait pourquoi pas le Aku-Aku-no-Mi ou fruit du cauchemar. J'opte personnellement pour le fruit du Kirin pour Killingham et le fruit du cauchemar ou de la peur pour Summer. J'ai hâte en tout cas d'en découvrir plus sur leurs pouvoirs, leur personnalité et histoire. Nous avons là un groupe digne d'être l'antagoniste de la saga finale. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager vos avis en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!